Capa était né pour être parisien, disait l'écrivain Irving Shaw. Mondain, élégant, languissant et dandy quand cela le prenait. Mais que pouvait faire un photographe de guerre en temps de paix, sinon perdre son temps? Aussi passait-il ses nuits à boire dans les bars et à jouer au poker, qu'il considérait comme l'art humain de l'autodestruction. C'était un fauché chronique. L'argent lui filait entre les doigts, le sien et celui des autres. Il n'avait pas abandonné la photographie, bien sûr, prenant ici des enfants, là des ouvriers, là encore le Tour de France. Mais bien plus qu'un photographe, Capa se pensait comme un aventurier et le danger lui manquait. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et à Paris, on rappela les réservistes. À défaut de partir photographier une nouvelle guerre, Capa fut contraint une fois de plus à l'exil. Dans les années 50, l'Amérique de McCarthy lui fera payer cher son engagement à gauche. Pour l'instant, elle allait l'accueillir, tandis que l'air de l'Europe devenait irrespirable. Capa repensa à sa mère qui le dorlotait et l'habillait enfant en petit marin. Savait-elle qu'étudiant à Berlin, il lui arrivait d'être si affamé qu'il volait dans la gamelle du chien de sa logeuse? Capa repensa à la Hongrie, à l'Allemagne qu'il avait entrevue et aimée, celle de Bertolt Brecht, de Fritz Lang ou de Lubitsch. Il pressentait les horreurs des années à venir. Mais comment aurait-il pu se douter, par exemple, que seuls 5% des Juifs hongrois survivraient au génocide? Capa s'était rêvé américain et il le deviendra après la guerre. Mais en réalité, Friedman détestait ce pays qui lui apparaissait dénué d'âme. De fait, il n'y trouvera jamais sa place. Comme lorsqu'il n'avait qu'une paire de valets à aligner devant un brelan d'as, il disait à New York, dans son mauvais anglais matiné d'allemand, « Je ne suis pas heureux ». Au début des années 40, il travailla donc aux États-Unis, mais surtout, il s'y ennuya, avec le sentiment constant d'être tenu à l'écart de la guerre en Europe. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes entrent en France. Capa éprouve une nostalgie grandissante de l'Europe. Après un reportage sur les bombardements de Londres pendant l'été 40, il vivote entre deux reportages, retrouvant pour le journal Life Ernest Hemingway, avec qui il était devenu ami en Espagne. Et puis, avec le mois de mai 1942, la guerre se décide enfin à lui tendre les bras. Il a 29 ans et les États-Unis sont entrés à leur tour dans le conflit. Quand Capa arrive à Londres, les bombardements massifs ont cessé. Ont malheureusement cessé. C'est du moins ce qu'il pense, en s'en voulant comme à chaque fois qu'il espéra le pire dans le seul but de le photographier. Paradoxe douloureux. Il a la guerre en horreur, mais quand elle n'est pas là, il se languit d'elle. Pas de bombardement, pas de victimes, pas de décombres, pas de bonnes photos. L'attente sera longue et faute d'accréditation, les combats se déroulent encore sans lui. Lui reste alors pour se consoler les femmes, toujours les femmes, parce qu'elles au moins, comme l'alcool ou le jeu, il a le sentiment de pouvoir en disposer à satiété. Avec ses allures de gitan toujours aux aguets, Capa pouvait séduire n'importe quelle femme. Sans le moindre préjugé de taille, de couleur, de culture, de religion, de nationalité ou de statut conjugal. Vivian Leigh, Eddie Lamar, Pinky ou Graziella, Pamela, la belle-fille de Churchill ou Tony Sorel.
Actrice, mannequin, journaliste, étudiante, secrétaire ou comtesse. Capa était adulé des femmes. C'était le genre d'homme, disait-on, qu'on se vante d'avoir connu, avec qui on est fier d'être vu, et sur lequel on invente des histoires pour le seul plaisir de les raconter. Au printemps 1943, enfin, il saute dans le train de 7h30 pour Glasgow, puis embarque sur un navire transportant des troupes vers l'Afrique. Sa troisième guerre l'attend. L'Afrique du Nord, l'Égypte, la Libye. Capa ne sera pas le photographe de ces grandes batailles d'Afrique qui deviendront mythiques, mais il se retrouve néanmoins au cœur de quelques-unes des opérations militaires les plus violentes. Pendant 3 jours, sous un déluge d'obus, il photographie la bataille d'El Guettar pratiquement sans dormir. Il sent de nouveau le danger, le respire, l'inhale. Et pourtant, il est insatisfait, comme si aucun cliché n'était de taille à rivaliser avec celui du républicain espagnol. Son obsession, sa hantise. Lucide, Capa sait qu'il est identifié pour l'éternité à une photo derrière laquelle il courra toute sa vie, mais qu'il ne refera jamais. Le débarquement allié en Italie le lance dans une folle poursuite des Allemands pendant 21 jours, et il se montre à la hauteur de l'événement. Comme à chaque fois qu'il se retrouve au cœur de la tourmente, il se montre efficace, fidèle à ce qui restera sa marque de fabrique. Si tes photos ne sont pas assez bonnes, c'est que tu n'es pas assez prêt. Dans ses mémoires, Capa ne fera jamais allusion au carnage dont, ici encore, il sera le témoin, comme si ces photos, et elles seules, devaient parler. Le 2 octobre 1943, il pénètre dans une école embaumant une odeur de fleurs et de mort. Là, il découvre les cadavres d'une vingtaine d'enfants dont les petits pieds sales dépassent des catafalques. Des gamins, note Capa, assez vieux pour combattre les Allemands et se faire tuer, et un tout petit peu trop grands pour entrer dans des cercueils d'enfants. Mais cette fois, contrairement à la guerre d'Espagne, à laquelle il ne cesse de penser, Capa, bien que déprimé et exténué, est du côté des vainqueurs qui, dans quelques mois, débarqueront en France. Ladies and gentlemen, you've all heard the great news of our invasion, which is going where it's sure to lead us on to victory. And while wishing good luck and Godspeed to all of our forces, especially perhaps our own loved ones, let's get back to work just as soon as we possibly can, redouble our efforts to bring these boys back victoriously and just as speedily as possible. Capa appartenait à la première vague de la première division d'infanterie qui débarqua sur Omaha Beach à l'aube du mardi 6 juin 1944. Le bureau londonien de Life Magazine resta sans nouvelles de lui toute la journée du 6. Capa était-il toujours en vie ? Le lendemain soir, un motocycliste fit irruption dans le bureau du rédacteur en chef. Immédiatement, le laboratoire entreprit de développer les rouleaux de pellicule.
Mais dans la précipitation, les négatifs furent endommagés par un appareil de chauffage mal réglé. Le plus illustre reportage photographique du photojournalisme détruit. Des clichés d'une valeur inestimable, à jamais disparu. Sur le 4e rouleau, cependant, 11 images émergèrent du néant. Ce sont ces images qui ont fait l'histoire. 6 juin 1944. Les photos du siècle. Celles que Capa est allé chercher en enfer et qui ont scellé son destin. À Omaha Beach, avant de réembarquer sur une barge avec les premiers blessés, Robert Capa pensa à ce que lui avait crié un jour un jeune aviateur blessé qui le voyait photographier ses copains morts. Charognard. Charognard. N'est-ce pas ce qu'avaient pensé de lui bien d'autres combattants sanguinolents en Espagne, en Chine, en Afrique du Nord? Bien sûr, ils avaient été le plus souvent heureux d'avoir à leur côté un photographe de guerre pour témoigner de leur héroïsme devant l'histoire. Mais comment pouvaient-ils ne pas se dire, criblés de balles ou d'éclats d'obus, que la célébrité de Capa se mesurait à l'aune de leur souffrance? Ses plus belles photos, celles qui faisaient la une des magazines, de quoi étaient-elles faites? Là encore, il est à côté du caméraman qui filme ces images. Ce que vous voyez là, il est en train de le voir, sous le même angle que vous. C'est la réalité brute, juste avant qu'il ne la photographie. Tenez, comme il le fera, par exemple, de ce soldat blessé qu'on transporte en brouette, instantané de la guerre. La conquête alliée du bocage normand se révèle terriblement cruelle pour la population. Au milieu des ruines, les GI ont parfois l'air de gamins vulnérables à qui on aurait joué un mauvais tour en leur flanquant un fusil entre les mains et en les envoyant dans un autre monde. De ville en ville, Capa s'attarde sur le visage des prisonniers allemands, cherchant au fond de leurs yeux le repentir et n'y trouvant que l'indifférence ou la peur. Savent-ils, ces soldats défaits et hagards qui tendent vers le ciel leurs bras impuissants, que ce photographe juif, cosmopolite et révolutionnaire représente tout ce qu'ils haïssaient et voulaient détruire? Le 25 août 1944, Capa est là, dans la Jeep qui suit celle de Leclerc vers Paris. Une femme lui tend un enfant, qui l'embrasse, et il ne peut s'empêcher de pleurer. Il ne cherchait pas d'angle sophistiqué. Il n'était pas assez fluide dans son approche du sujet. Il prenait la plupart de ses clichés à hauteur d'œil. Ses images étaient trop lisibles. On suivait sa pensée sans difficulté. Mais peu importe à Capa.
De sa vie, ces jours sont certainement les plus beaux. Depuis l'âge de 17 ans, il a erré d'hôtel en hôtel, de champ de bataille en champ de bataille. Apatride depuis 1931, il voyage encore avec son vieux passeport de réfugié. Toute sa vie, il a couru le monde sans prendre racine. Aujourd'hui, ce 25 août 1944, il a le sentiment d'être enfin de retour chez lui. En se libérant, Paris le libère pour un temps de ses vieux démons, la solitude, le nomadisme. Il le sait, c'est aussi pour lui que ces hommes se battent et meurent. « 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale s'annonce. Capa ironise sur le chômage qui l'attend et à ce moment précis où il va devoir mettre un terme à sa fuite perpétuelle sous les bombes, comme un défi, en une soirée, il part à la conquête d'un mythe. Ingrid Bergman, celle-là même dont nombre de soldats américains emportaient la photo dans leur pactage. L'interprétation d'Ingrid Bergman dans Gaslight lui avait valu un an plus tôt l'Oscar de la meilleure actrice. Elle était en train de devenir la star préférée d'Hollywood. C'est à Paris qu'elle tomba amoureuse de Capa, qui, dès le début de leur aventure, lui avoua combien la mort hantait souvent ses rêves. Début septembre, Ingrid Bergman repart aux États-Unis pour continuer d'incarner son personnage de jeune fille pure et virginale, et Capa, incapable de savoir exactement comment occuper sa vie en temps de paix, la rejoint bientôt. Pourquoi ne pas devenir auteur, réalisateur ou producteur? Ingrid Bergman est aux anges. Mais quelques semaines plus tard, Capa s'est fait une religion sur Hollywood. C'est la plus grosse merde dans laquelle j'ai jamais mis le pied. Fin de son amourette avec l'industrie du film, fin de son idylle avec Ingrid Bergman. Décidément, Endre Friedman n'était pas fait pour les États-Unis. Pendant de nombreuses années, il s'était tant bien que mal dissimulé. Lui-même. Depuis la fin de la guerre, Capa n'est plus très entreprenant, mais un projet lui tient néanmoins à cœur, la création de Magnum, une nouvelle agence composée de jeunes photographes qui seraient maîtres de leur travail. Il en aurait eu pour la première fois l'idée en découvrant une de ses photos achetée à son insu par un journal néo-nazi et illustrant un article antisémite. Les rédactions des magazines, d'abord incrédules devant l'audace de Magnum, qui prétendait garder la propriété des droits d'auteur et des négatifs, du jamais vu dans la presse,
finirent par accepter ces nouvelles règles, offrant ainsi à Capa d'inespérés revenus. Début mai 1948, Capa apprend enfin une bonne nouvelle. La première depuis longtemps. Israël va bientôt voir le jour. Dans l'euphorie, il part. L'en fit Friedman à la fin de sa vie de sa longue cohabitation avec Capa. Certes, au début des années 50, ce nom est plus que jamais celui d'une légende vivante. Certes, ses amis sont encore nombreux, ses aventures amoureuses toujours aussi piquantes. Picasso ou Matisse, comme hier Hemingway ou Steinbeck l'accueillent. Le travail ne manque pas. Mais tous les témoins n'en décrivent pas moins un homme définitivement égaré, à bout, n'arrivant plus à croire à ses propres mensonges. Le Friedman que connaissait Eva Besniaud, sa plus ancienne amie, est devenu, dit-elle, un histrion superficiel et pitoyable, dilapidant aux courses la cagnotte de Magnum, empruntant sans cesse de l'argent à ses proches pour le perdre aussitôt dans les casinos. Irving Shaw décrit l'homme qui en avait trop vu, l'homme désespéré, défait, plein de regrets, dont l'appareil photo a tant scruté la mort et le malheur, et qui porte en lui les stigmates laissés par toutes les tragédies et les souffrances qu'il a traversées. Jouer à être Capa l'épuise. Capa se sent définitivement piégé par son image. Alors il va partir une dernière fois, une 5e fois, une fois de trop. Alors qu'il est au Japon, il accepte de remplacer en Indochine un confrère qui doit rentrer aux États-Unis pour des raisons familiales. Il le sait, il l'a dit. À chaque nouvelle guerre, ses chances de survie s'amenuisent. En Israël, il a senti la mort le frôler comme jamais. C'est pour cela sans doute qu'il n'est pas allé en Corée un peu plus tôt, prenant le risque de ne plus être considéré comme le photographe de guerre numéro 1. Pourquoi cette fois a-t-il répondu oui? Parce qu'il manquait d'argent? Parce qu'il voulait redorer son blason? Ou tout simplement parce qu'il n'avait rien à perdre? La dernière image de Capa, filmée sur l'aérodrome de Luang Prabang. En arrivant sur le terrain où les Vietnamiens étaient en train de battre les Français, Capa retrouva intactes les émotions qu'il connaissait si bien. Tout pouvait donc recommencer? En s'enfonçant dans les rizières, il apparut galvanisé aux autres journalistes. Et indifférent aux obus qui pleuvaient autour de lui, il photographiait sa 5e et dernière guerre comme si rien ne pouvait lui arriver. Quand on retrouva Capa, qui s'était éloigné du petit groupe de soldats qui l'accompagnaient, il était étendu sur le dos,
baignant dans son sang, grièvement blessé à la poitrine, la jambe gauche déchiquetée, à côté d'un cratère creusé par l'explosion d'une mine. Sa main gauche agrippait encore son appareil photo. À propos de son débarquement à Omaha Beach, avec la première vague, Capa avait écrit « Le correspondant de guerre est libre de miser son enjeu, c'est-à-dire sa vie, sur tel ou tel cheval. Il peut aussi se raviser à la toute dernière minute. Je suis un joueur. J'ai décidé d'y aller. »